Je suis maintenant en compagnie d'Amandine de Souza. Bonjour. Bonjour Charlotte. Directrice générale du BHV Marais et d'Italie. C'est bien ça. C'est bien ça. Et je suis également avec Fabien Versavo. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous dirigez Rakuten en France. Exactement. On va parler du coup de digital et de local, ce qui était aussi un peu le cœur finalement de cette présentation de Chaofeng. Peut-être un mot en rebond de ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, Amandine ? On voit qu'on a encore du chemin à parcourir en Europe et en France en particulier. C'est vrai que sur les sujets de live streaming, on mène, je pense, tous les retailers des initiatives, mais on n'a pas encore complètement craqué le sujet. Il y a certaines enseignes qui ont des très bons résultats. On voit encore, nous, on pourra en reparler, mais que ce qui fonctionne le mieux, c'est encore le call and collect. Donc vraiment de passer par le téléphone. Ça rassure aussi nos clients. Donc on va aller progressivement vers une émergence, je pense, de ces technologies-là, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il y a un petit peu de spécificité culturelle. Peut-être notre attachement au téléphone dans ce pays est particulier, je crois. Fabien, votre avis sur ce qu'on vient d'entendre ? Écoutez, alors nous, on est une société d'origine sud-est asiatique. Donc moi, je pense que les nouveaux usages et ce qui est en train de se développer en Asie au sens large, pas uniquement en Chine, est intéressant, doit nous éclairer, nous orienter et probablement est en train d'arriver en Europe ou va arriver en Europe à court ou moyen terme, avec l'élément culturel, le facteur culturel, donc un degré d'adaptation et de localisation qui reste à définir. En tout cas, c'est passionnant et clairement, il nous montre le sens de ce que sera le digital après-demain. Pour rebondir, on va peut-être prendre un petit peu la mesure du sujet qui va être le nôtre, puisqu'il s'agit en effet de digital et de local, en interrogeant la communauté des one-to-one, ceux qui sont avec nous, mais à distance, en leur posant une question, en vous posant une question, que faites-vous pour répondre à ce double enjeu donc, du digital et du local, et de la proximité ? 4 réponses possibles, ce serait le click and collect, les stocks unifiés, les circuits courts, ou le social selling. On vient d'en parler. Alors, je ne sais pas si vous pouvez choisir plusieurs réponses. Ce serait intéressant de savoir si jamais c'est possible. J'imagine que non. En tout cas, avant d'entrer dans ce sujet, il y a plusieurs façons finalement d'interpréter cette notion de digital et de local. Quand vous avez reçu, j'ai envie de dire l'ordre du jour, en tout cas la question à laquelle on vous proposait de réfléchir à haute voix, qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Qu'est-ce que c'est que la proximité dans le digital pour vous, Amandine ? Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est plus géographique ou est-ce que c'est plutôt la proximité de l'humain, de l'individu ? En fait, si je donne un peu de contexte, donc le BHV et Italie appartiennent au groupe Galeries Lafayette. Et donc si on regarde le groupe Galeries Lafayette, c'est surtout un opérateur de grands magasins. Et les grands magasins, ils sont dans une proximité avec les clients qui est très forte, puisqu'ils sont la plupart du temps situés au cœur des villes, vraiment dans les meilleurs emplacements de commerce. Et donc cette proximité, elle existe naturellement. On s'est par le passé évidemment développé sur le digital. Mais quand on s'est retrouvé face aux différentes crises, que ce soit les gilets jaunes, les grèves ou la pandémie, avec des magasins ouverts ou fermés, ça a accéléré la question de se dire comment cette proximité qu'on a vraiment avec nos clients, parce qu'on a un ancrage très très local, on arrive à la retranscrire sur le digital. Donc c'est vraiment ça qui nous anime, puisqu'on a réussi côté, je pense qu'on le fait assez bien côté physique, mais maintenant il faudrait qu'on arrive à le faire aussi bien côté digital. Donc notre enjeu à nous, comme on a 2 bras, mais qu'il y en a un qui est beaucoup plus musclé, c'est-à-dire celui du magasin aujourd'hui, il faut qu'on arrive à continuer à générer du trafic dans nos magasins, c'est vraiment ça, et que le digital puisse nous servir à développer ce chiffre sur le digital seulement, mais aussi à amener des clients en magasin. Et donc, c'est tous ces sujets de proximité avec les différents canaux dont on dispose aujourd'hui qui, pour moi, est vraiment l'enjeu du jour. Le nerf de la guerre. Le bras le plus musclé de Rakuten, c'est pas forcément le même que celui d'Amandine. Du coup, pour vous, qu'est-ce que ce serait Alors nous, on essaie avec nos petits bras musclés de créer de la valeur pour l'écosystème des retailers partout dans le monde. Et moi, je dirais que la première dimension qui me vient à l'esprit, c'est la proximité des équipes et du partenariat, le degré d'intimité, de partenariat entre une plateforme, qui est un acteur complémentaire dans la chaîne au métier des enseignes et des magasins. Je crois que tout à l'heure, il a été dit que le social ou le live streaming était une des nouvelles frontières de l'e-commerce. Moi, je pense que la proximité
est la nouvelle frontière de l'e-commerce. C'est presque l'âge 2, le temps 2 de l'ère de la digitalisation. Et après une forte accélération ces dernières années, depuis 2017, où nombre de très grandes enseignes se sont tournés, ont investi, ont vraiment cru et activé des leviers e-commerce. Maintenant, il faut qu'on traite tout le reste de l'écosystème, les petits commerçants, les TPE-PME. Et on a vu l'année dernière, notamment en fin d'année face au choc du deuxième confinement, que nombre d'entre eux n'étaient pas prêts. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est un enjeu, c'est le prochain enjeu de la digitalisation. Et en tant que société japonaise, on a cette culture, et on a parlé de la Chine, mais on aurait pu parler du Japon, et en quoi le modèle de digitalisation au Japon, il est assez remarquable dans la préservation de la relation et du lien avec le petit commerce. C'est un nom, non, d'ailleurs, vous m'avez... Alors ça s'appelle l'omotenashi en japonais, donc c'est le sens de la proximité et du contact client. Et c'est une vision positive de la technologie. C'est comment est-ce qu'on utilise la technologie, l'intelligence artificielle pour, dans l'écosystème, l'aider à se structurer, l'aider à évoluer, à faire face aux mutations technologiques qui requièrent des effets d'échelle, qui requièrent énormément de capitaux. Et comment, en s'associant, chacun dans ses spécificités, on peut relever ce défi pour pouvoir croître et générer plus de marge, parce que l'opportunité est réelle. Bien sûr. Et alors, puisqu'on parle de cette frontière, comment est-ce qu'on l'a fait tomber ? Par exemple, quand vous lancez les Click and Collect Days fin novembre en France, est-ce que c'est une façon de faire tomber cette frontière ? Est-ce que c'est justement en mélangeant l'online et l'offline, ou pas seulement ? Oui, alors c'est un des aspects de cette proximité, c'est jouer les synergies entre les caractères distinctifs d'une enseigne, la force de sa marque, la qualité de son assortiment, la couverture et la granularité de son réseau, le maillage de son réseau. Et puis les atouts de la plateforme, c'est-à-dire des audiences, de l'échelle, de la donnée pour qualifier ces audiences et apporter à l'enseigne des relais de croissance et du trafic extrêmement qualifié. Et c'est vraiment la combinaison des deux qui répond à l'exigence du consommateur. Il est fort à parier que dans les mois ou les années qui viennent, on ait des effets de cliquet suite à la fermeture d'un certain nombre de magasins sur les 12 derniers mois qui font que les comportements des consommateurs vont profondément changer. Avec, évidemment, une part d'usage qui passe d'un canal ou qui passe du digital au physique qui ne peut que croître. Personne ne pense que l'on va finalement retourner à des comportements antérieurs. Le new normal sera forcément encore plus digitalisé. Donc nous, c'est notre positionnement. On est une des seules plateformes en France à proposer cela. Et on est très fiers d'avoir une trentaine de grandes enseignes qui nous ont rejoints dans les 18 derniers mois. Dont Amandine ? Non. Qu'est-ce que vous faites de votre côté pour faire tomber cette frontière ? Je pense qu'il y a deux sujets sur la proximité. Il y a des choses qui sont plutôt transparentes pour les clients, mais pour lesquelles les entreprises doivent vraiment accélérer. Donc c'est toutes ces notions de click and collect, par exemple. C'est-à-dire que nous, on a une démarche. Le client, quand il commande un produit sur galerielafayette.com, par exemple, lui, il se fiche de savoir est-ce qu'il vient de l'entrepôt, est-ce qu'il vient du magasin le plus proche de chez lui. Mais il veut avoir l'opportunité, par exemple, de moins payer de frais de livraison en ayant l'accès au click and collect qu'on propose, qu'on offre. Et donc, du coup, ça lui permet d'aller pas loin de chez lui. Il y avait la contrainte du kilomètre, donc évidemment, ça nous a fait vraiment réfléchir sur ces sujets-là. Et on s'est dit, on n'utilisait pas avant 2020 les stocks des magasins comme relais d'entrepôts, on va dire, aussi pour les clients. Et donc ça a un double enjeu. Quand les magasins sont ouverts, évidemment, comme les click and collect sont présents dans les magasins, ça fait déplacer les clients. Et donc pour la notion de trafic, on a un taux de réachat de 15%. Donc c'est important qu'on puisse développer ça. Et puis, c'est aussi plus responsable puisqu'on met les stocks au plus près de nos clients. Donc, c'est des choses, mais ça, je vais dire, c'est nous qui devons investir en back-office pour que le client, lui, il ait le choix, ça réponde à ses attentes, notamment sur les frais de livraison qui sont toujours un gros sujet, et peut aller là où il a ses habitudes de consommation ou découvrir un magasin où il n'a pas forcément l'habitude d'aller. Donc ça, c'est une partie de la proximité qui est très, très forte avec des gros investissements. Et puis, il y a le côté proximité, je dirais, plus personnalisation, c'est-à-dire comment on s'adresse de façon plus individualisée à nos clients. On a laissé la liberté aux magasins de pouvoir localiser une partie des réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas historiquement. Et puis on travaille sur tout le CRM, sur la façon dont on parle aux clients, que ce soit beaucoup plus adapté et que ça réponde de plus en plus à leurs attentes. Oui. Et donc, du coup, il y a une vraie proximité parce qu'il a
l'impression vraiment qu'on lui parle à lui, que ça va réponde jusque dans le ton ou c'est simplement en termes de proposition, enfin jusqu'où vous allez dans la personnalisation de vos communications? Alors il y a plusieurs, je peux vous donner deux initiatives. La première, on a ce qu'on a appelé la CU Factory, tout en respectant évidemment l'intimité des clients, On n'en doute pas. la RGPD, etc. Aujourd'hui, en fait, la chance qu'on a en grand magasin, c'est qu'on a une carte de fidélité qui est très puissante. Et donc, on va dire que c'est 70% de notre chiffre d'affaires qui est fait avec des clients qu'on appelle encartés, dont on connaît la donnée. Donc, on est capable de faire des look-alike et de se dire, Charlotte, vous venez au magasin, je vois que vous avez consommé telle et telle chose et que les clientes, en général, quand vous avez ces habitudes de consommation, peuvent aussi consommer telle catégorie, mais vous ne la consommez pas. Et donc ça, je vais avoir, par la reconnaissance, ça va me donner tout votre potentiel d'achat que vous pouvez avoir, par exemple, sur la beauté et le nombre d'euros que vous seriez prêt à dépenser chez nous. Donc ça peut orienter, ça nécessite beaucoup d'accompagnement des vendeurs sur le terrain. Et donc on connaît mieux et on oriente mieux, on répond mieux aux attentes. Une autre initiative qu'on a faite, en s'inspirant d'un algo Google, on appelle ça Brand to Vec chez nous, c'est toute la personnalisation de la relance du panier. Donc là, plutôt de l'abandon de panier, plutôt sur la partie digitale. Avant, on relançait, on disait juste Charlotte, vous avez fait tel panier que vous n'avez pas validé. On ne vous passez rappelle, pas à côté. ou allez-y. Là, en fait, on a fait toute une analyse de marques qui se ressemblent. Alors, pas forcément qui sont complètement similaires, mais juste dans les habitudes de consommation. Là encore, en analysant toutes les habitudes de consommation de nos clients et tous les tickets, quelles sont les marques qui souvent s'achètent ensemble. Ouais. Et donc, on va vous pousser pour vous individuellement une offre plus particulière que ce qu'on ferait à une autre personne. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est très produit, c'est un peu moins tone of voice, mais je pense qu'on va aller aussi sur des façons de communiquer aussi beaucoup plus adaptées. Et vous, Fabien, du coup, parce que sur une marketplace, c'est un petit peu différent. Le sujet de la personnalisation, comment est-ce que vous l'abordez? Puis on parle un petit peu de commerce prédictif avec ces histoires de données et de façon dont on s'en sert aussi, simplement, l'usage de la data. Sur ces deux jambes, puisqu'on a fait les bras, comment est-ce que vous avancez? Alors, c'est finalement, pour le volet demande et engagement consommateur et client, on a des pratiques qui sont très proches. Nous en France aujourd'hui, on a atteint 9 millions de membres dans notre programme de feed et ça représente 80% de notre volume d'affaires. Voilà. Donc on a aussi un volume de données assez conséquent et on active tous les leviers du marketing, que ce soit en acquisition, en rétention, en valorisation, sur l'ensemble des touchpoints. Donc ça, c'est assez commoditisé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment basculé, je trouve, depuis 2-3 ans, dans un pilotage en ce qui nous concerne, qui était très centré sur les coûts d'acquisition. Et aujourd'hui, on n'est plus focus sur la valeur du membre. Donc on a changé complètement nos KPI de suivi d'investissement, de marge, autour de la lifetime value, le coût d'acquisition, la fréquence, la répétition, la valeur cumulée du membre. Et donc ça, c'est une grande transformation pour nous parce que pour le coup, je pense que dans l'écosystème, les retailers avaient énormément d'avance par rapport aux pure players sur ces skills-là. Donc on a beaucoup travaillé à ce sujet. Et évidemment, l'intelligence artificielle et toutes les accélérations, la techno ces dernières années nous ont beaucoup aidés. Chez Rakuten, on a la chance d'avoir à Paris le Centre européen de recherche et développement en IA. Donc on a quasiment 70 scientists et experts en big data en IA. Qui ont fortement contribué. Et ensuite, la deuxième innovation, on est en train de finir ce projet-là et on le lancera début mai, c'est d'intégrer à notre métier une dimension sociale et conversationnelle beaucoup plus forte. Voilà, ce qui a été dit aussi. Alors comment ? On va démarrer par tout le dialogue et la communication acheteur-vendeur C2C. Puisque c'est une des caractéristiques de notre plateforme, c'est d'accueillir et d'héberger des shops pour des marques et des TPE-PME professionnels, mais aussi des millions de Français qui vendent des millions d'objets directement en circulaire. Et pour fluidifier ces échanges-là, nous allons lancer, encore une fois, début mai, des systèmes qui s'inspirent beaucoup de ce qui se fait en Asie, de chat, de messaging, de partage de photos, de négociation, d'interaction. On veut tester l'appétit de nos membres pour cela.
Ok, super. Et qu'est-ce que vous faites côté social selling justement et pour côté conversationnel chez BHV, Marais et Italie aussi peut-être dont on n'a pas parlé? On a mené des initiatives. C'est vrai qu'on a eu, c'était inouï de fermer nos magasins, ça nous était jamais arrivé, donc forcément. Tant mieux. Oui, même en temps de guerre, c'est pour dire. Et donc forcément, on s'est dit comment on garde le lien avec nos clients, sachant qu'en plus le BHV est très orienté maison, loisirs, bricolage, donc les catégories qui étaient vraiment en plein boom en 2020, Oui. quand les consommateurs se sont recentrés sur leurs intérieurs. Et donc on a développé ce qu'on appelle du shopping à distance, avec plusieurs leviers. Soit vous pouvez nous contacter par WhatsApp, SMS, soit on peut faire du live streaming, donc avec de la vidéo. C'est en train de vraiment se mettre au point. Test and learn. Parce qu'on on a des vieilles boutiques avec des Wi-Fi qui n'étaient pas forcément toujours adaptés. Enfin voilà, on part quand De on loin. est un retailer physique qui a 165 ans cette année pour le BHV. Évidemment, on n'a pas les mêmes atouts. Donc on a un legacy logistique, informatique parfois assez lourd dans lequel on a déjà beaucoup investi. Et puis surtout, on s'est dit, aussi pour répondre à l'ensemble des populations qu'on peut avoir dans nos magasins, le call and collect. Donc en fait, et c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc on affiche vraiment un numéro de téléphone. On a des experts en magasin sur les différentes catégories et on est capable de répondre à l'ensemble de vos demandes. Soit vous trouvez votre bonheur sur bhv.fr. Évidemment, c'est la première option. Mais on n'a pas tout Rivoli, le magasin Amiral, sur bhv.fr encore. Et donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous nous appelez et on développe le shopping. Très rigolo parce qu'on va recevoir tout à l'heure Benjamin Balatin de Vermob qui racontait que lui aussi, le call, le rapport au téléphone avait explosé cette année et ce n'était pas forcément ce à quoi il s'attendait, mais on en reparlera plus tard. Autre chose, quand on interroge cette notion de local et de proximité, quand on regarde un petit peu tout simplement les études et ce que les gens peuvent avoir comme connexion neuronale presque entre ces deux mots, la première chose qui vient à l'esprit, c'est plutôt les TPE. Comment est-ce que quand on est aujourd'hui, donc ils ont envie de soutenir ces toutes petites entreprises, quand on est BHV Marais ou quand on est Rakuten, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Alors, c'était le modèle de Rakuten en tant que plateforme, il est très complémentaire, je l'ai dit, à celui des enseignes, en ce sens que contrairement à d'autres acteurs que l'on peut qualifier de plateforme, nous ne sommes pas nous-mêmes commerçants, détaillants. Donc là, ça simplifie le rapprochement avec les grandes enseignes ou les petits commerçants, puisque on oublie et on met de côté tout de suite la question sous-jacente de la confiance et de la concurrence. C'est quelle partie de mon business je vais cannibaliser ou quelle partie de mon business je vais développer. Lorsque vous discutez avec Rakuten, vous vous concentrez que sur le développement. Ensuite, ce que nous, on a choisi, c'est d'être une organisation globale mais multilocale. Toutes les équipes, les 350 personnes que nous avons mobilisées lors du deuxième confinement sur la période du dernier trimestre l'année dernière, sont des équipes françaises qui sont dédiées à nos 8000 partenaires marchands et qui accompagnent environ 4 à 5 000 commerces physiques répartis dans tout le territoire. Mais ce n'est pas assez. Et ce que l'on a fait, ce que nous allons poursuivre, c'est mettre à disposition toutes les ressources dont nous disposons, humaines, technologiques, pour accompagner, évangéliser. Sur ce point, nous sommes très actifs avec le gouvernement français, avec le ministère de l'économie et des finances, avec les chambres de commerce, dans un premier temps de Paris-Île-de-France. On a signé en fin d'année dernière un certain nombre de partenariats pour mettre à disposition des ressources de formation et d'accompagnement en complément de l'action publique. C'est quand même un enjeu extrêmement important pour les TPE-PME. On a vu au travers de l'expérimentation du dernier trimestre où il a fallu, dans la précipitation, qu'elle se digitalise, on a vu les difficultés quand même d'accès au monde digital et les questions que ça leur posait. Donc ça, c'est un sujet auquel on essaie de contribuer. On ne peut pas faire tout seul, mais on a des propositions en ce sens. Et ensuite, le deuxième volet, c'est l'accompagnement humain au quotidien. On a peut-être à tort eu l'impression que finalement le digital c'était une affaire de tuyauterie, c'était une affaire de big data et de base de données. Et en fait pas du tout. Nous, nos e-commerce consultants, ils discutent avec leurs homologues de la commercialisation ou du marketing, des enseignes ou des petits responsables de magasins qui sont multicasquettes pour mettre en place des plans d'action
pour développer le chiffre d'affaires et surtout pour s'assurer que tout ça se fait dans des conditions de marge et de profitabilité qui satisfassent tout le monde. Notre rôle, c'est de contribuer à créer de la valeur de façon équilibrée. Et ça, c'est un... pas simplement le changement d'habitude et de pratique, ça c'est un obstacle à surmonter et on peut être accompagné. Mais finalement, c'est l'incertitude sur la durabilité économique des entreprises. Et nous, c'est là-dessus qu'on souhaite agir et rassurer. On a une question de Lorraine qui nous suit. Quel est l'impact dans l'organisation de vos équipes? Et une deuxième question qui est quelle problématique logistique a engendré la mise en place du click and collect? Alors du coup, je pense que pour la première question, il faudrait préciser à qui elle s'adresse et l'impact de quoi il s'agit, et peut-être répondre sur la problématique logistique du click and collect. Alors click and collect, oui. Alors il y a beaucoup d'implications. Déjà, c'est lié à ça. En fait, on a développé nous ce qu'on appelle le ship from store, donc vraiment de pouvoir faire du picking à partir du magasin, puisque en essayant d'avoir le stock donc au plus près du client. Donc ça nécessite déjà d'avoir des stocks qui se parlent entre ce qui est disponible à l'entrepôt, ce qui est disponible dans les différents magasins, et qu'on ait des équipes terrain qui aillent chercher les produits dans le magasin. Sur les aspects de click and collect, c'est surtout en fait des notions d'espace qui se posent assez rapidement, puisqu'il y a une telle ampleur du développement de ce choix par les clients, aussi parce que ça coûte moins cher en termes de livraison, on en parlait tout à l'heure, que du coup, assez vite, on se retrouve saturé quand on propose le click and collect pour bhv.fr, mais aussi galerielafayette.com, Boulanger, La Redoute, voilà, tous les prestataires et partenaires avec qui on travaille. Évidemment, il faut qu'on s'organise sur l'espace finalement qu'on va allouer à ça versus le reste du magasin. Qui a ses marques et ses stands plus classiques. Rajouter à ça une contrainte de circulation dans les grands magasins qui vous oblige à descendre, j'imagine, le click and collect au niveau zéro. Ouais. Alors ça, c'est une bonne question aussi. On l'a essayé à tester à plusieurs endroits. Il était au 5e étage du magasin, ce qui n'était pas forcément le plus smart pour... Le plus sans couture pour le client. Voilà. Donc là, on est en train de faire un grand drive piéton rue de la Verrerie. Mais c'est vrai que du coup, quand il vient, si c'est plus pratique pour lui, c'est moins dans le magasin, donc les effets de cross-sell et de réachat quand il vient chercher son produit. Donc voilà, il y a des vraies questions dans le parcours client aussi, de où est-ce qu'on le met pour que ce soit sans couture et le plus facile pour lui, mais à la fois qu'il y ait un vrai intérêt aussi pour nous de le capter quand il fait cette démarche-là. Bah oui, qu'il ne fasse pas que récupérer son paquet et partir. Fabien? Alors, je voulais rebondir sur ce que dit Amandine, qui est très intéressant. Nous, on a observé le même phénomène dans un marché qui est plus mature que la France en matière de click and collect, qui est évidemment les États-Unis. Oui. Et ce qui nous a amené à développer des technologies pour répondre à ces frictions. Et c'est là où la promesse technologique, elle est intéressante. Et il faut que les commerçants de toute taille l'embrassent complètement et l'utilisent à plein, notamment l'intelligence artificielle. Lorsque vous avez évidemment 50%, 75% de vos ventes digitales dont le retrait s'effectue en magasin, ça pose des questions de logistique, d'organisation de flux, aussi bien en préparation de commande, ordonnancement de la préparation, accueil du client, des retours. Et on voit aux États-Unis que tout ça a été rapidement identifié et que les goulots d'étranglement ont été en partie résolus grâce à de la technologie et à de l'intelligence artificielle. Nous, on a des services qui fonctionnent dans des applications auprès de nos partenaires marchands aux États-Unis qui permettent de prédire l'heure d'arrivée d'un client click and collect lors de présentation au comptoir de retrait d'un client click and collect, puisque l'ordre d'arrivée des commandes dans votre système ne correspond pas du tout à l'ordre de présentation en magasin. Et lorsque, encore une fois, 50-70% de vos flux en point de vente sont dédiés à du retrait ou à du retour, si vous ne vous organisez pas, très vite la satisfaction client chute parce que les délais d'attente explosent. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un des prochains enjeux de cette proximité, c'est conserver une proximité efficace, une proximité satisfaisante. On a la réponse du sondage qui nous arrive à la fin de votre question. Alors 83% mis en effet sur ce click and collect, 0% sur les stocks unifiés, 17% sur les circuits courts et 0% sur le social selling. Alors c'est amusant parce que je pense que si on avait eu du multi-réponse, la grille de lecture aurait été
très différentes. Est-ce que ça vous étonne ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on travaille sur tous les sujets avec des objectifs un peu différents. Mais c'est vrai que le stock unifié, pour moi, est un enjeu majeur qui permet justement, après, c'est moins, en fait, ça répond aussi à ce qui est le plus visible pour le client. Oui. Évidemment, le stock unifié pour répondre à la rupture et pour limiter les baisses de prix, de s'assurer que le produit est et pris au bon faciliter le endroit. click and collect aussi. Exactement. Finalement, c'est une donnée. Ouais, c'est lié. C'est peut-être pour ça que ça n'apparaît pas ici. C'est parce que finalement, c'est joint, Fabien. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, non, je partage le constat. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase de réaction à une transformation qui s'est imposée plus rapidement, un calendrier de transformation qui s'est imposé plus rapidement avec ce qui vient de se passer dans les 12 derniers mois. Donc, je pense que c'est complètement reflété ici. On est encore en train de digérer et de s'adapter au nouveau contexte. Et en revanche, les prochains grands enjeux au point de vue satisfaction client, performance économique, qui sont rappelés ici, et de développement, social selling, sont plutôt le social selling, l'économie circulaire, l'inclusivité, entre plateformes et retailers, tout ça sont des thèmes sur lesquels nous on travaille parce qu'on pense que c'est ça qui va générer les 100 prochains milliards d'euros de valeur débloquée par le digital. D'accord. Juste sur les prochains moves, entre guillemets, fin décembre 2020, je crois que vous aviez pour projet de relier le système justement de club au magasin physique. Vous avez pu commencer, mettre en œuvre en application l'idée ? Absolument. On a commencé à travailler sur ce projet dans le cadre de l'ouverture des API du système financier. Évidemment, pour nous, le prochain enjeu, c'est de connecter nos 9 millions de membres et de valoriser leurs achats en magasin aussi pour les enseignes, sans forcément être dans des parcours digitaux. Donc ça, c'est la prochaine extension du partenariat plateforme-enseigne que l'on souhaite bâtir. C'est votre prochain gros chantier du coup. Le vôtre, c'est quoi le prochain chantier, celui où d'ailleurs peut-être pas de demain, d'aujourd'hui, sur lequel vous avancez sur ce sujet ? Un des sujets dont on n'a pas parlé, qui est aussi extrêmement important dans la proximité et dans le côté local, c'est évidemment l'offre. Il y avait la proposition de circuits courts, mais ça a vraiment fait, l'année 2020, je trouve, a quand même fait vraiment bouger les lignes sur ces sujets-là, sur des sujets évidemment de responsabilité avec des attentes qui étaient déjà en signaux faibles, mais qui sont devenus signaux forts sur la partie plus RSE. Oui. Donc nous, on a rejoint le mouvement Go for Good qui a été initié par le groupe Galeries Lafayette et on surperforme sur ces produits-là. Et donc sur tout ce qui est circuit court, local, des offres vraiment adaptées en fonction de la géographie des magasins, ça c'est hyper important. Et là où ça a fait bouger les lignes, c'est que historiquement, sur la partie digitale, on avait du mal à faire monter certaines marques, elles étaient un peu réticentes à aller en ligne ou elles n'avaient pas la capacité à le faire. Et on a réussi à lever des freins. Et aujourd'hui, pour prendre l'exemple des Galeries Lafayette, la puissance, c'est qu'on arrive quasiment à proposer tout le magasin d'Haussmann à l'ensemble des clients partout en France, notamment les marques de luxe, qu'on n'avait pas forcément réussi à faire monter sur galerielafayette.com. Et les marques de luxe ont changé de point de vue en fonction de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a vu aussi qui se développe très fortement en Chine. On voit que le luxe est devenu très très digital. Et nous qui nous sommes aussi outillés de façon par les équipes, évidemment, il y a aussi beaucoup d'humains derrière, mais aussi de façon technologique sur la capacité à proposer tout ce magasin en ligne pour les clients partout en France. Ou comment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Exactement. Vous avez commencé, je crois que vous, c'est pas mal non plus, puisque je crois qu'il y a plus de 40% d'inscription de nouveaux marchands en 2020. Donc, a priori, ça restera quand même, malgré la situation, une année très positive pour vous. Absolument. Oui, c'était une année positive et on est ravis de l'accélération que ça a donné à notre business plan. On a gagné environ 12 à 18 mois sur le BP pré-pandémie. Bon, c'est bien de parler finalement d'impact positif. Ça fait la boucle avec le RSE. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et puis merci d'avoir parlé d'API, puisqu'on va continuer en parlant un peu justement des solutions de paiement et de la façon dont les solutions de paiement peuvent s'inscrire et accélérer des stratégies omnicanales de façon assez drastique. À tout de suite.